Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à développer la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à booster la visibilité en ligne de leur site web et de leurs réseaux sociaux. Retrouvez-moi également sur mon blog yenbui.fr et sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Et pour la première fois sur ce podcast, j'ai décidé de faire appel à une invitée pour vous apporter un angle différent sur les différents leviers marketing que vous pouvez actionner vous-même. Dans les prochains épisodes, je ferai appel à des influenceurs voyage, des influenceurs trail ou toute autre personnalité dans le monde du tourisme digital. L'objectif pour moi avec ces interviews, c'est de vous apporter des conseils pratiques à mettre en œuvre, mais aussi de partager les différentes expériences et des conseils toujours plus utiles pour vous. Mon invitée du jour est Lisa Louvio, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom Lily Slowly. Cette passionnée de trail et de sport de montagne, également très préoccupée par les enjeux environnementaux, compte pas moins de 41 000 abonnés sur son compte Instagram qu'elle a lancé en 2015. Chacune de ses publications fait la part belle à une sortie trail, mais aussi à ses habitudes alimentaires. Lisa est en effet végane. Originaire de Marseille, elle a choisi l'exode urbain et s'est installée à Gap. C'est donc chez elle que j'ai eu le plaisir de la rencontrer en compagnie de Peanut, son chien et partenaire d'entraînement. Aujourd'hui, Lisa va nous partager son retour d'expérience sur les réseaux sociaux, nous raconter comment elle choisit ses hébergements pour des week-ends trail et nature, mais aussi lors des compétitions sportives. Elle nous partagera également son utilisation des stories et enfin nous donnera ses petits tips photos et vidéos. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une très très belle écoute. Salut Lisa, est-ce que pour commencer tu peux nous raconter ce qui selon toi a fait exploser ton compte Instagram ? Alors, mon compte Instagram, je l'ai créé en 2015 et il faut dire qu'à l'époque, l'algorithme n'était pas vraiment le même qu'aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y avait un algorithme et c'était beaucoup plus facile d'avoir une croissance sur son compte de façon organique, on va dire. Et à l'époque, en fait, je venais de commencer le sport et j'avais du mal à... J'avais personne dans mon entourage à qui en parler. Et du coup, ça me servait un petit peu, c'était un petit peu mon journal sportif. Ah, génial, ouais. Et du coup, j'interagissais énormément. Je postais sur mes petits entraînements, je m'étais mise à la course à pied et j'interagissais beaucoup aussi. J'allais beaucoup sur les comptes qui m'intéressaient, je likais, je commentais. Okay. Et donc déjà, beaucoup d'interactions. Et ensuite, de mon côté, sur mes posts, je pense que les gens aimaient bien le côté spontané. Je racontais pas mal ma vie. Et j'ai eu une progression aussi dans le sport assez rapide, donc je pense que c'est ce qui a plu. Ensuite, du coup, 2015, ça remonte un peu. Mon compte, il a quand même pas mal évolué. Et l'algorithme d'Instagram aussi. Et du coup, je dirais que voilà, je suis arrivée à un pic peut-être en 2018. Aujourd'hui, je suis plus dans un maintien d'une communauté qui a elle aussi un petit peu évolué avec le temps parce que mes sujets de prédilection ont évolué. Ouais. Je parle aujourd'hui pas uniquement de trail, mais aussi d'écologie, de questionnement sur la montagne en général, de mon alimentation qui est végétalienne, bref, de tout un tas de choses. Et voilà. Est-ce que tu peux aussi nous décrire ton utilisation des stories au quotidien et surtout comment tu prépares tes publications si jamais tu les prépares ? Alors pour les stories, c'est plutôt spontané. Quand c'est vraiment dans ma vie quotidienne, c'est des fois il y a un petit instant que je vais trouver marrant ou un truc sur lequel je vais avoir envie de m'exprimer, une lecture, je lis beaucoup, donc je viens de terminer un livre, je vais partager mon avis. Après quand je pars en montagne, je les fais pas en direct, je préfère prendre une dizaine de photos et vidéos, j'en prends souvent un peu plus que ce qu'il me faut. Mais voilà, je capture des petits instants. Quand j'ai envie d'ailleurs, il y a des sorties où j'ai juste pas envie de sortir mon téléphone. Mais quand j'ai envie de partager ce moment ou cet itinéraire parce que je trouve ça intéressant, je prends une dizaine de photos et vidéos. Et une fois rentrée chez moi tranquillement, je rajoute, je trie, je rajoute un petit texte. J'essaie de pas surcharger chaque caption, je rajoute juste un petit peu de texte sur chacune, je réfléchis, mais j'ai quand même une préparation en fait. Ouais, il y a une petite, sur le moment, je réfléchis pas en amont. Ouais. Sur le moment, je prends des images, et en fonction des images que j'ai prises ou de ce à quoi j'ai réfléchi pendant ma sortie, quelque chose. Derrière, je vais pas non plus y passer très longtemps, mais je préfère le faire après, d'une part pour mieux profiter de ma sortie, et puis ensuite pour pas être trop dans la précipitation et partager de la façon la plus sympa possible. Ok, merci. Dernière question par rapport aux stories. Est-ce que tu es plutôt pour ou contre les facecam ?
Dans l'absolu, Ça t'arrive d'en faire ? Alors j'en fais assez peu, mais je pense que c'est plus une question de personne et est-ce qu'on est à l'aise ou pas. J'en fais pas énormément, mais je sais que quand j'en fais, ça plaît plutôt bien aux gens. D'accord. Au niveau, je pense que ça plaît aussi à l'algorithme parce qu'au niveau des vues, en général, Ça quand booste. on montre de l'humain, ça booste. Ok. Et moi-même en tant que spectatrice, enfin voilà, en tant qu'utilisatrice, je trouve ça assez cool. Ok, d'accord. Alors, j'ai vu que tu avais publié quelques réels récemment. Est-ce que c'est un format que tu souhaites développer ? Alors c'est vrai que c'est un format qui est assez à la mode depuis quelques temps. Je dirais que j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. J'ai pas été dans les premières à adopter le truc. Je peux être coupable aussi. Hein. Mais finalement, je trouve que c'est quand même un format assez chouette. Que j'ai pas encore beaucoup utilisé effectivement, mais quand j'en fais, j'aime bien. Il y en a certains qui fonctionnent assez bien et dans l'absolu, je trouve que c'est un format assez sympa. Est-ce que c'est pareil, tu fais comme History, c'est-à-dire que tu fais pas mal de captations de photos et vidéos et le soir, tu fais ton montage ? Oui, alors ça dépend. Des fois, je me dis, j'ai envie, je vais faire un réel et du coup, je fais pas mal de photos, vidéos et ensuite je fais le montage. Ou parfois, j'ai des vidéos dans mon téléphone et je me dis, ah tiens, ça pourrait en faire un contenu. D'accord. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Mais je trouve que mes contenus sont pas hyper quali là-dessus, donc je suis peut-être pas la meilleure référence, mais je pense que c'est un format intéressant. Ok. Et tu fais ton réel à partir de l'outil Instagram natif ? Oui, C'est je pas une m'embête appli, pas pour l'instant. Voilà. Ok, ça marche. Parlons maintenant des hébergements touristiques. Quels sont les types d'hébergements qui te séduisent le plus ? Alors, top 1, forcément, les refuges de haute montagne. Voilà, quand je pars faire un petit séjour en rando trail ou en rando, forcément, j'adore pouvoir dormir en refuge. Ouais. Ensuite, si c'est pas en pleine montagne, si c'est par exemple juste avant une course dans un petit endroit en montagne, j'aime beaucoup les gîtes qui, au final, dans leur fonctionnement, pour certains, rappellent un petit peu les refuges. En tout cas, j'aime bien les gîtes qui fonctionnent, les gîtes d'étape et autres. Les gîtes d'étape, ouais. Qui fonctionnent un petit peu comme un refuge de montagne. Ça, c'est vraiment ce que je préfère, ouais. Ok, plutôt qu'un appartement à louer standard. Carrément, ouais. Ouais, d'accord, ok, super. Est-ce que tu as des critères d'exigence en matière de sélection d'un hébergement ? Est-ce qu'il y a des équipements ou des critères spécifiques quand tu fais ton choix ? Souvent déjà l'emplacement, en fonction, j'ai besoin quand même que ce soit pratique. Parcours, ouais. Si c'est avant une compétition de trail, que ce soit proche du départ, des choses comme ça. Ensuite, le tarif, il faut quand même, on va être honnête, que ça reste raisonnable. Et ensuite, si c'est un hébergement qui propose des repas, j'essaie de voir en amont si le fait que je sois végétalienne, donc j'ai une alimentation sans produits animaux, est un problème ou pas. Ouais. Et j'avoue que si je vois que c'est le bienvenu, forcément, ça joue en sa faveur. Ça rajoute des points, ouais. D'accord. Tu prends quand même plus souvent avec demi-pension que nu ? Quand c'est sur un trail ou autre à étape, quand une rando trail ou autre à étape, oui, j'aime bien la demi-pension parce que ça me permet de partir le plus légère possible. Ouais. Est-ce que tu penses que le segment trail, ultra trail, c'est une niche à prendre pour un hébergement touristique ? Oui, définitivement oui. Déjà sur les événements officiels, les courses officielles, mais encore plus sur ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire les gens qui partent, comme ils partiraient randonner plusieurs jours, qui maintenant partent courir plusieurs jours sur un GR. C'est exactement la même chose qu'un randonneur, sauf qu'ils vont faire ça sur un temps plus réduit. Et en fait, depuis la crise du Covid en 2020, vraiment depuis l'été 2020, je pense que ce type de séjour a pris une ampleur assez forte. Les gens ont un petit peu peur que les événements soient annulés. Pendant un long moment, il n'y a pas eu de compétition officielle et les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire ça, que c'était vraiment chouette et je pense que la tendance est restée et je pense que ça va continuer d'évoluer comme ça dans les prochaines années. Donc vraiment pour moi c'est un segment hyper intéressant à prendre, surtout que les gens qui partent en trail, rando trail, ils veulent pas trop s'alourdir, ils vont pas prendre leur tente sur le dos en général, donc ils vont chercher un hébergement, ils vont prendre les repas, donc je pense que c'est vraiment un super segment. Est-ce qu'il y a des petites attentions que tu as reçues de la part d'un hébergeur et qui t'ont vraiment donné envie de le mettre davantage en lumière ? En général, c'est quand je suis bien reçue au niveau des repas, parce que notamment en refuge, je sais que c'est pas forcément évident de s'adapter au régime alimentaire de tous. Et ça, je l'entends. En général, j'essaie justement de mon côté de m'adapter un maximum. À chaque fois, quand j'aurai... déjà, je préviens en amont, je pense que c'est essentiel. Ouais. Je sais pas si des gens qui vont en refuge nous écouteront, mais je pense que c'est essentiel de prévenir en amont.
Et en général, j'explique qu'un simple plat de pâtes, c'est végétalien et que tout va bien se passer. Mais quand je vois que de leur côté, il y a un réel effort sur ce qu'ils me proposent en repas, en général, voilà, ça me plaît plutôt bien et c'est arrivé plusieurs fois. Et puis après, il y a des hébergeurs qui vraiment font plein d'efforts. Je sais pas, j'ai un souvenir de mes derniers tours en rando trail que j'avais fait dans le Dévoluy. Je m'étais arrêtée au gîte d'étape de Saint-Didier. J'avais été reçue par Sylvie. J'étais la seule personne ce jour-là parce que c'était complètement hors saison et en pleine semaine. Et elle m'avait hyper bien reçue, le repas au top. Elle m'avait donné des conseils sur mon itinéraire, etc. C'était vraiment super. D'accord. Et du coup, tu l'as mise en lumière? Oui, bien sûr. Oui, c'était totalement spontané. J'étais absolument pas invitée ou autre. C'est vrai que j'ai vu passer les stories et c'est vrai que tu as fait une belle promo entre guillemets pour elle et c'est vrai que ça lui rendait, ça la mettait vraiment en lumière. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un hébergeur qui souhaiterait te contacter pour te proposer par exemple une collaboration? Est-ce qu'il y a en fait des erreurs à éviter ou des méthodes d'approche qui te conviennent plus? Alors le truc à vraiment éviter, c'est les messages un petit peu copier-coller et où ça se sent venir à 3000. Je demande pas qu'ils aient été consulter tous mes posts et qu'ils connaissent toute ma vie, mais j'aime bien quand je sens quand même qu'ils se sont vraiment un minimum intéressés à ce que je fais et que c'est pas juste un message générique, qu'ils ont pas juste vu un nombre d'abonnés, ils se sont dit tiens, j'aime bien me dire que vraiment quand ils écrivent on adore ce que tu fais, des vraies valeurs partagées. Voilà, que vraiment ils aient envie que je vienne parce qu'ils sentent que ça peut coller sur les valeurs et ce que je peux véhiculer ensuite. Et ensuite, la manière de contacter. Personnellement, en DM, ça me va bien. Éventuellement doubler d'un email parce que c'est vrai que des fois ça peut passer à la trappe. Les deux, c'est bien, un petit mail et un DM à la limite. D'abord l'un puis l'autre si on voit que la personne ne répond pas tous les 3-4 jours. Mais voilà. Et tu as été régulièrement contactée? Ça t'est déjà arrivé? Hébergeur ou marque, ou marque de produits? Par des marques assez fréquemment, moins aujourd'hui parce que justement je fais assez peu de partenariats et donc les marques voient que c'est pas trop ma façon de communiquer et me contactent un petit peu moins maintenant. Mais oui, ça arrive quand même assez régulièrement. Et on arrive tout doucement vers la fin de cette interview. Est-ce que pour terminer, tu aurais des applis préférées que tu utilises lors de tes montages photos, vidéos? Alors j'utilise pas mal Lightroom pour les photos, pour les traiter un tout petit peu. C'est un peu plus sympa que les outils de filtre natifs d'Instagram. Après, sur les stories, j'avoue que je reste assez basique, que j'aime pas y passer trop de temps. Donc j'utilise les outils proposés par Insta qui sont... Ils sont ce qu'ils sont. C'est limité, franchement, si on veut faire un truc hyper quali, il y a mieux. Mais ça permet quand même de faire certaines choses. Et voilà, j'ai tendance à me contenter de ça pour les stories. Tu utilises aussi sur ton téléphone directement des outils de modification de photos et vidéos ou pas? Tu les retraites aussi depuis ton téléphone? En général, oui, je fais toujours tout depuis mon téléphone. Et non, finalement, à part Lightroom, j'utilise pas grand-chose. D'accord, donc l'appli Lightroom pour mobile. Voilà, c'est ça. D'accord. Je vois que tu es de la team Apple toi aussi. J'ai honte. Franchement, j'assume pas, mais malheureusement... Moi, j'assume totalement. Moi, j'assume pas du tout parce que voilà. Mais oui, j'ai un Apple pour les photos. J'avoue que pour les photos, l'interface par rapport aux applis sur les réseaux sociaux, c'est quand même, il n'y a pas photo en termes de fluidité. Ouais, et puis il y a beaucoup plus d'applis finalement qui sont présentes sur l'App Store que... Ouais. J'ai fait le constat de quelques applis que je conseille et qui finalement sont pas dispo sur Google Play par exemple. Ouais. Et puis un autre truc, alors je sais pas si c'est vrai ou non, mais je vois beaucoup passer... Souvent, les gens se plaignent que la qualité est vachement dégradée dans les stories avec les photos d'autres choses, les photos prises sous Android. D'accord. Insta dégrade la qualité de la photo alors qu'elles vont être plus optimisées avec un iPhone. Je sais pas si c'est vrai ou non. D'accord. Moi, je pourrais pas te dire parce que j'utilise aussi. Mais apparemment, mieux vaut publier des photos qui ont été prises avec un iPhone. D'accord. Ok. Bon à savoir. Merci en tout cas, Lisa, pour ton temps, pour tes petits conseils et puis d'avoir fait aussi la lumière sur des gîtes d'étape notamment, parce que pas beaucoup de monde doivent faire la différence entre un gîte rural et un gîte d'étape. Donc le gîte d'étape, vraiment pour rappel, c'est l'équivalent d'un refuge en vallée en fait. Exactement. On peut retrouver, c'est l'ambiance en tout cas du refuge, donc ambiance dortoir et sanitaire partagé. Tout à fait, ouais. Écoute, merci encore et donc n'oubliez pas de retrouver Lisa sur son compte Instagram @lilyslowly, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode dans tous les cas. Merci. Merci encore à toi.
Et voilà pour ce premier épisode au format interview. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, notamment Apple Podcast et Spotify. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!